Alors bonjour, donc on va continuer cette série d'exercices sur les ferromagnétiques, donc avec l'exercice numéro 3 dans lequel on va essayer d'étudier un transformateur idéal. Alors on vous dit dans les indications qu'on va considérer que ce transformateur est idéal et que les hypothèses suivantes sont vérifiées. Donc, la première hypothèse, c'est qu'on va considérer que la résistance des fils conducteurs, donc c'est-à-dire les fils de bobinage, cette résistance-là, elle est négligeable. Donc, ça veut dire quoi? Que les pertes par effet Joule sont négligeables. De plus, donc, on va considérer que le milieu ferromagnétique il est doux, bien sûr, donc là, et que les lignes de champ magnétique sont totalement canalisées dans le milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite. Okay, donc, le flux il est totalement canalisé, il n'y a pas de fuite de flux à l'extérieur. Ça va nous permettre, bien sûr, de dire que le champ magnétique il est uniforme, il est homogène à l'intérieur du ferromagnétique. Alors, bien sûr, cette hypothèse-là, elle est possible dans le cas où la perméabilité magnétique elle est assez grande, donc théoriquement infinie. Donc, dans cet exercice-là, pour que je puisse dire que le transformateur est idéal, je prendrai un μR qui est infini. On va voir quelle est l'implication de ça. Alors, de plus, on va considérer encore que les pertes dans le noyau ferromagnétique sont négligeables. Alors, dans les ferromagnétiques, je vais signaler ça. Donc, il y en a deux types de pertes. Il y en a les pertes qu'on appelle les pertes d'hystérésis. Puis vous avez les pertes par les courants de Foucault. Donc, on va négliger toutes ces pertes-là. On va considérer qu'il n'y a pas de pertes dans les ferromagnétiques. Alors, bien sûr, donc là, je vais noter donc, le nombre de spires NA et N2. Donc, NA, c'est dans le primaire et N2 dans le secondaire. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, on vous demande d'exprimer la tension de sortie, que je vais appeler U2, en fonction de la fonction d'entrée, qu'on va appeler U1. Et puis d'exprimer l'intensité du courant de sortie en fonction de l'intensité du courant d'entrée. On va les appeler I1, I2, bien sûr. Donc, on va commencer. Je vais aller sur mon tableau blanc. Donc, j'ai déjà importé là l'image. Donc, je vais essayer de le schématiser. Alors là, vous avez votre milieu ferromagnétique. Ok, bien sûr, donc la section elle est uniforme. Donc, la section elle est uniforme parce que ça va nous permettre de dire que le champ il est homogène sur si vous vous rappelez bien l'exercice de l'autre fois, sur le ferromagnétique. Alors, donc je vais avoir là un bobinage qu'on appelle le primaire. Là, on va y avoir un courant I1 d'excitation. Bien sûr, là, vous avez une tension U1. Bien sûr, là, on va travailler dans le régime sinusoïdal, dans le régime variable. Faites attention, parce que sinon, on ne va rien y avoir. Donc, un transformateur ne peut donner un résultat que dans le régime variable. Pourquoi? Parce que là, je vais exciter celui-là par un courant, mais là, pour le secondaire, tout simplement, je vais avoir un courant qui vient de l'induction magnétique. Donc, je vais choisir ce sens. OK, et 2. Et puis là, je vais choisir ce sens pour la tension. U2. Okay, c'est-à-dire pourquoi je vous dis que je veux travailler dans le régime variable? Parce que c'est le seul cas dans lequel on va voir que la tension I2 là, il est proportionnel au flux, à la dérivée du flux, à la variation du flux. Si vous avez un flux qui est constant, alors à ce moment, on va y avoir rien. Donc pour un transformateur, donc, on va voir qu'on ne fonctionne qu'en régime variable. Alors, donc la première, donc là je peux, donc ça c'est le schéma, donc j'ai schématisé réellement ce que vous avez là, mais je peux symboliser tout ça par le schéma suivant. Donc la bobine qui est là, donc puisqu'on a dit que donc, normalement la bobine là elle est équivalente à une résistance serrée avec une force électromotrice, okay, de Faraday. Alors là vous avez, si vous voulez, E1, là vous avez petite R1. Alors voilà, là vous avez l'excitation U1 et là vous avez le courant I1. Et de l'autre côté, on va avoir la même chose. Donc là, vous avez R2 et puis une force électromotrice. Donc là, c'est R2, elle n'est pas bien schématisée. Et là, vous avez une force électromotrice. Là, j'ai le courant I2. Alors, ça, c'est le cas, si vous voulez, lorsque vous
vous ne négligez pas les résistances des fils. Alors, si je néglige les résistances des fils, alors à ce moment-là, je vais voir quoi? Je vais voir tout simplement, donc ça c'est le cas d'un transformateur idéal. Voilà ce que je vais voir. Donc I1 là, et puis là je vais voir E1. Et de ce côté-là, je vais voir E2. Bien sûr, le sens de ces forces électromotrices-là, il est imposé par le sens du courant. Okay. Alors là, je ne vais pas travailler avec ça. Ça veut dire parce que là, ça c'est dans les cas lorsque vous considérez qu'il y a l'effet Joule dans les fils. Alors, à partir de ce schéma-là, qu'est-ce que je peux dire? Parce que qu'est-ce qu'on va essayer dans un premier temps d'établir une relation entre les tensions U1 et U2. Alors, pour faire ça, tout simplement, donc je vais utiliser la relation de Faraday. Alors là, je peux rapidement voir que U1, c'est moins E1. Et E1, après la relation de Faraday, donc ça va être moins là. Et E1, c'est quoi? C'est moins dφ sur dt. Ok? Donc là, c'est le flux propre de la première bobine. Parce que là, il n'y a pas d'un. Donc, lorsque vous avez un guidage total sur le ferromagnétique, il n'y a pas d'inductance mutuelle, pas d'induction mutuelle. Alors là, ça c'est le flux à travers la première bobine. Et donc ça va être moins, plus in 1 fois d sur dt de flux d'une sphère. Ok? Le flux à travers une sphère. Ok? Et donc, si vous voulez ça, c'est pas l'appel de développer, vous pouvez remplacer ça par la définition, mais c'est pas l'appel, ok? J'aurais pas besoin de ça. Alors, d'autre côté, je vais avoir encore U2, qui va être moins E2, et qui va être de la même façon, plus N2, le nombre de spires dans le secondaire, phi spire, et sur le même flux, hein, faites attention, parce que là, qu'on voyait dans le schéma là, la surface. Donc pourquoi c'est le même flux? Parce que on a dit dans le dernier exercice de l'autre fois que c'est la section de ferromagnétique là, il est constant. Alors le flux, le champ magnétique, il est le même partout. Ou bien le flux, il est le même partout. Ok? C'est pas l'appel donc parce que pardon. Donc, le flux, il est le même toujours, hein. Mais si en plus vous avez une section qui est uniforme, à ce moment-là même, le champ, il est le même partout. Okay. Alors moi, je n'aurais pas besoin d'y aller sur le champ, tout simplement sur le flux. Donc, une fois que vous dites que le flux il est totalement canalisé dans le ferromagnétique, déjà, vous pouvez dire là que vous avez le même flux. Alors, donc là, vous avez, qu'est-ce que je peux dire là? Donc, je peux dire que U2 sur U1, donc ça va être cette quantité-là divisée par celle-là. Donc qu'est-ce que ça va donner? Donc ça va donner N2 sur N1. Ok? Ce rapport, on l'appelle parfois TM. Ok? C'est le rapport des bobinages. Donc je peux dire que donc, finalement que U2 est égal M fois R. Bien sûr là, le M, ça peut être inférieur à 1, ça peut être supérieur à 1. Alors si M est inférieur à 1, alors à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle, si M est supérieur à 1, alors vous avez ce qu'on appelle un élévateur de tension. Okay? Parce que U2 à ce moment-là, ça va être supérieur à 1. Donc vous élevez la tension. Alors dans le cas contraire, on va avoir U2 qui est inférieur à 1. Alors là, vous baissez la tension. Donc ça, dans un transformateur, ça permet soit d'élever la tension, de baisser la tension. Ça dépend de l'application.
Ok? Te dépend de, on peut le contrôler par le nombre de spires. C'est-à-dire, est-ce que c'est N2 est-ce que vous avez N2 supérieur à 1 ou le contraire? Il y a un cas particulier, c'est lorsque N2 est égal à N1. Ça, c'est un cas particulier. Généralement, c'est rare à utiliser, mais on le trouve dans certaines applications qu'on appelle un transformateur d'isolation. Un transformateur d'isolation, c'est un transformateur euh, dont le nombre de spires dans le premier et le second est le même. C'est-à-dire que la tension d'entrée et la tension de sortie est de même valeur. Bien sûr, si vous négligez toutes les pertes que vous avez. Alors, euh, quelqu'un va me dire quel est l'intérêt. Alors ça, d'après le nom, transformateur d'isolation, il permet d'isoler électriquement le circuit d'entrée à la sortie de sortie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liaison électrique directe entre vos circuits d'entrée et de sortie. Et ça, c'est très intéressant. On appelle ça, si vous voulez, une isolation galvanique. C'est-à-dire, si vous avez, je ne sais pas, un problème sur un court-circuit, je ne sais pas, sur le premier, sur le secondaire, ceci ne va pas influencer le premier. Parce que le court-circuit, c'est un courant élevé ou bien infini théoriquement, mais tout ça, il se déroule dans votre circuit secondaire. On appelle ça donc l'isolation. On fait une isolation entre les deux circuits. Alors, on vient de terminer avec la question 1. Je vais passer à la deuxième. Alors, dans la deuxième, on vous demande. Alors, vous voyez que déjà, sur la première question, comment j'ai répondu à ça? Donc, je travaille avec les tensions. Donc, vous voyez que toujours à chaque fois que vous travaillez avec les tensions, vous pensez à la dérivée du flux. Donc, c'est le flux qui nous intéresse dans cette question. Alors maintenant, je vais travailler avec les courants. Alors, pour y aller vers les courants, la relation, c'est la circulation. Et la circulation c'est mieux de travailler avec la circulation de H et non pas de U. Alors là, si vous prenez, donc je vais refaire le schéma. Donc, voilà mon ferromagnétique. Alors là, vous avez votre courant de primaire, et là, vous avez votre courant de secondaire. Et 1, et puis là, vous avez I2. Donc, je pense que dans cette situation, voilà, là, je vais avoir une ligne de champ qui est canalisée. Donc, le champ, il est totalement canalisé à l'intérieur. Donc, je pense que dans cette orientation-là, je vais avoir un champ dans son sens. Pas très important. Je vais avoir cette orientation-là. OK? Alors, maintenant, on va appliquer le théorème d'Ampère. Donc, la circulation de H, vous pouvez travailler avec B si vous voulez, de HdL, ça va être quoi? C'est la somme des courants enlacés. Ok, c'est la somme des courants. Alors voilà, donc là vous avez la surface délimitée par ce contour-là. Donc là vous avez la surface. Alors on va voir quels sont les courants que vous avez à l'intérieur. Donc là je vais vous faire un petit schéma. Voilà le contour. Ok. Alors les courants là, vous voyez ça, vous avez des courants là, de ce côté-là, qui pénètrent dans cette surface-là. Donc là c'est vers l'intérieur. Et encore de ce côté-là, vous avez des courants, comme ça. Ok. Et donc là, combien de courants de ce côté-là vous avez? Vous avez un courant. Et là, vous avez deux courants. Ok. Alors, est-ce que c'est dans le sens positif ou négatif? Alors là, je pense que j'ai mal choisi le sens, non? Alors, oui, donc j'ai mal choisi, parce que là, ça va donner... Donc, ok, j'ai mal choisi le sens. Euh, Avant, là, donc normalement, je dois choisir ce sens. Voilà. Parce que donc, oui. Le sens du champ va être dans ce sens. Faites attention. Alors, on va dire là encore, voilà le sens que je dois choisir pour le champ. Je ne fais pas attention avant. Alors, comme ça, oui. Voilà. Maintenant, oui, c'est le sens positif. Ok. Donc, ça signifie quoi, donc? Qu'est-ce que je vais avoir là?
pour la somme, donc je vais avoir N1 fois le courant I1 plus N2 fois le courant I2. Ok? Et pour la circulation là, on voyait que donc le champ, donc le vecteur H, il est tangent à la ligne de champ, en tout point de cette ligne-là. Et donc là, vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires. Et tout simplement, donc je vais avoir, et bien sûr, H il est homogène et ne dépend pas de. Donc tout ce que je peux avoir là, c'est H intégrale dl. Ok? Sur ce contour. Alors l'intégrale de dl, tout simplement, c'est la longueur de ce contour. Et donc je vais nommer cette longueur, par exemple, c'est L. C'est la longueur moyenne. Donc je vais avoir la longueur moyenne, c'est une approximation de cette ligne de champ. Donc finalement, vous avez HL qui est égal à N1 et 1 plus N2 et 2. Alors là, c'est le cas général. Et on va faire des approximations. Dans le cas d'un transformateur idéal. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit que pour un transformateur idéal, mu R tend vers 0, tend vers l'infini. Ou bien vous dites que c'est très très grand, par exemple, vous prenez une valeur de 10 à la puissance 6, 10 à la puissance 5, 6, c'est déjà élevé. Alors, ça signifie quoi? Parce que cette quantité-là que vous avez, HL, vous pouvez le voir encore que c'est B, L sur mu. Ok? Ou bien c'est B, L sur mu 0, mu R. Ok? Alors, si vous êtes dans cette condition un mu R qui est infini, ça veut dire que celui-là tend vers 0 lorsque mu R tend vers l'infini. Et donc, cette quantité-là, je peux dire que ça tend vers 0. Okay? Vous pouvez faire des applications numériques et vous trouvez que le H, il est de l'ordre de 0,1 ampère par mètre. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont très très petites parce que le H, normalement, il doit y avoir des centaines d'ampères par mètre, dire des milliers. Alors, si vous êtes dans ces situations-là, donc je peux faire une approximation là et dire que N1 et 1 plus N2 et 2, c'est 0. Et à ce moment-là, vous avez I2 sur I1 qui est égal à moins I1 sur N2. Alors, si vous vous rappelez bien, le rapport N2 sur N1, je l'ai appelé M, c'est-à-dire que ça, c'est moins 1 sur M. Ok? Alors, avant de vous donner l'explication de ça, alors je vais expliquer d'abord qu'est-ce que ça signifie la relation et d'où vient ce signe moi que vous avez. Alors, le signe moi, je vais commencer par le signe moi. Alors, le signe moi ne présente pas une grande importance là, parce que tout simplement, ça vient de votre choix de sens des courants. Alors, si vous vous rappelez bien, là, j'ai choisi que ce courant, il entre dans donc, il est dans ce sens, mais c'était possible de choisir l'autre sens là, parce que je peux prendre par exemple, ça c'est I2 prime par exemple. Et à ce moment-là, si vous essayez d'exprimer I'2 sur I1, je vais avoir quelque chose qui est positif, 1 sur M. C'est pas grand chose, ça vient tout simplement du sens que vous choisissez arbitrairement pour le courant. Okay? Alors, là généralement, parce que ça c'est un quadripôle finalement, et généralement pour les quadripôles, on choisit toujours les courants qui entrent vers le quadripôle, des deux côtés. Okay? Donc, mais vous pouvez prendre l'autre sens. Alors, la signification de ça, ça veut dire quoi? Parce que si vous faites attention, le rapport des tensions, c'était quoi? C'était M. Ça signifie quoi? Et ça, on a dit que c'est quoi? C'est N2 sur N1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un transformateur qui va, par exemple, si vous avez un M, par exemple, qui est supérieur à 1, ou bien qui est égal, par exemple, disons 2,
Alors, ça veut dire quoi, M est égal à 2? Ça veut dire que votre tension il va être multipliée par 2. D'ailleurs, vous amplifiez la tension par 2. Vous multipliez par vous alimentez par des volts, par exemple, et vous obtenez à la sortie euh, euh, 20 volts. Et faites attention, du point de vue courant, c'est le contraire. Si vous avez par exemple 1 ampère à l'entrée, donc à la sortie, vous avez 0,50 ampères, parce que là, je vais diviser par 2. Et ça signifie quoi? Ça, c'est très intéressant, parce que il y a des gens, lorsqu'ils voient cette amplification de tension, ils vont dire, mais est-ce que là, on va gagner de l'énergie gratuitement? Amplifier la tension, parce que là, faites attention, supposons que vous choisissez une 2 1000 fois supérieure à une 2. Alors, je vais avoir une tension 1000 fois plus que la tension d'entrée. C'est-à-dire, je peux alimenter par 1 volt et j'obtiens 1000 volts à l'entrée. Si on le fait, bien sûr. Il y a des applications où on fait ça. Parfois, 1000, vous alimentez par 1 volt pour obtenir 3000 volts à la sortie. Oui, c'est possible, mais est-ce que ceci n'est pas en contradiction avec la conservation d'énergie? La conservation d'énergie, c'est un principe physique fondamental. Je ne peux pas y avoir, je dois toujours y avoir la conservation d'énergie. Parce que ça vient de la causalité. En physique, les lois doivent être causales. Ok? On va respecter la causalité. Et respecter la causalité signifie que vous devrez respecter la conservation d'énergie. Alors, faites attention parce que là, si vous exprimez la puissance instantanée, ça va être à l'entrée, c'est U1 et 1. Il y a la sortie, P2, ça va être U2. Je vais prendre la I' pour ne pas y avoir. Non, I'2. Okay. Alors, ça signifie quoi là? Alors, ce que je suis là, si maintenant vous faites le rapport, donc P1, P2 sur P1, ça va donner donc U2 sur U1, donc ça va être M, fois I'2 sur I1, ça va être 1 sur M, est égal à 1. Et donc, ça veut dire que P2 est égal à, finalement, est égal à P1. Donc, la puissance instantanée, donc l'énergie, elle est conservée, il n'y a pas de problème. Ok? Bien sûr, là, vous êtes dans le cas idéal. Parce que si vous êtes dans le cas non idéal, le cas réel, on va y avoir des pertes. Et à ce moment-là, si vous avez des pertes, la puissance à la sortie va être inférieure à la puissance à l'entrée. Faites attention. Donc, mais supérieure, non. Je peux avoir une puissance qui est supérieure. Okay? Parce que là, au maximum, dans le cas idéal, vous avez la même puissance. Vous avez la même puissance à la sortie qu'à l'entrée. Ça, c'est le cas idéal. Et si vous êtes dans un cas réel, il y a des résistances, à ce moment-là, je vais avoir une puissance à la sortie qui est inférieure. Okay? Alors, je vais juste vous dire que normalement, ce qu'on a fait là, on a utilisé les hypothèses qu'on a citées dans le livre. Parce que, par exemple, là, dans cet exercice-là, je me suis basé sur le fait qu'il y a une canalisation, un guidage parfait du flux. Parce que sinon, je ne peux pas dire que le flux à travers le primaire est le même qu'à travers le secondaire. Donc là, j'ai utilisé cette hypothèse, qu'il y a un guidage parfait. Il n'y a pas de fuite des lignes de champ. C'est-à-dire toutes les lignes de champ qui sortent de primaire vont être canalisées par le ferromagnétique, par traverser le secondaire. Il n'y a pas des lignes qui vont sortir dans l'air. Okay? Ça, c'est très intéressant parce que si vous ne faites pas cette hypothèse-là, vous allez perdre cette relation. Et ça signifie que vous avez un couplage parfait. Parce que si vous vous rappelez bien, on parle de facteur de couplage, on l'appelle K. Alors, le facteur de couplage dans cette situation-là est égal à 1. Et vous avez un couplage parfait. Okay? Mais faites attention, ça, ce n'est pas un couplage mutuel, mais ça, c'est un couplage par ferromagnétique. Vous guidez les lignes de champ par un ferromagnétique. Alors, encore, là, j'ai utilisé pas mal d'hypothèses. Okay? D'abord, là encore, on a utilisé le fait que le H, il est homogène. Okay? Il est homogène. Et ça, c'est la même hypothèse parce qu'on a dit que l'autre fois, une fois vous dites que le flux est le même partout, donc le champ B il est le même partout, et donc H il est le même partout. Okay? Mais faites attention, ça veut dire là, on a utilisé que H, que le B
est égal mu H. Okay? Donc pour dire que H il est homogène, il faut montrer que le flux il est le même partout, donc B il est le même partout, et puisque B il est relié à H, H il est homogène. Okay? Alors, il y a une hypothèse là qu'on a utilisée. Encore là, l'hypothèse qu'on a utilisée, c'est que c'est l'hypothèse normalement qui est difficile à réaliser pratiquement. C'est-à-dire que de considérer que vous avez un milieu avec un mu R qui est égal à l'infini. Alors là, c'est vraiment difficile à réaliser parce que les mu R sont pas infinis. Donc, au maximum, je pense, dans les matériaux maximum, on peut y avoir 3 10 à la puissance 5. Donc, 3 10 à la puissance 5. Faites attention parce que finalement, là, je vais multiplier par 10 à la puissance moins 7. Okay? Donc 10 à la puissance moins 6. Donc ça, 4p 10 à la puissance moins 7. C'est difficile d'accepter que je vais avoir un 0. Ok, mais donc pour dire que le transfert matériel est idéal, on va accepter cette théorème, cette hypothèse. Ok, alors plein d'hypothèses là qu'on a fait, donc mais ça signifie que vous êtes dans le cas. Alors il y a quelque chose d'autre qu'on a négligé là, qu'on appelle les pertes les pertes dans le noyau, c'est-à-dire le noyau lui-même. Dans le noyau, on peut y avoir des pertes. Pas dans les pertes dont j'ai parlé là, c'était quand j'ai fait ce schéma-là, j'ai négligé les résistances des fils. Mais encore, j'ai négligé les pertes dans le noyau. Parce que dans le noyau, on peut y avoir des pertes. Vous pouvez aller chercher sur ça. Et il y en a deux types en général. C'est les pertes d'hystérésis, puis il y a des pertes par des courants de Foucault. Vous pouvez aller chercher sur ces deux points-là. Mais dans cet exercice, j'ai négligé toutes ces pertes-là. Parce qu'on a dit qu'on va étudier un transformateur idéal. Ok? Alors, je viens de terminer cet exercice et merci.